Bonjour à tous, et bien donc merci d'être encore présents à ces webinaires que nous faisons une fois par mois sur la conformité chez Altares, alors parfois avec des thèmes très techniques. Nous avons beaucoup animé de webinaires avec l'Agence française anticorruption sur les nouvelles règles. Nous animons au mois de juin un autre thème avec la CPR sur plutôt le thème du LCBFT. Aujourd'hui, un thème un peu plus pratico-pratique, très pragmatique, c'est cette évaluation des tiers et puis l'ensemble des étapes, les 8 étapes de l'évaluation des tiers que nous avons identifiées chez Altares et qui sont aujourd'hui usitées par nos clients qui utilisent nos solutions de conformité assujetties à la loi Sapin 2 et qui doivent donc évaluer leurs tiers. Donc on va passer à peu près 1 heure ensemble sur ce thème qui est toutefois très passionnant. Alors d'abord, faut savoir que vous recevrez à l'issue de cette session un email avec plusieurs liens. Le lien de la présentation en PDF, le replay de cette session. Je vous invite à vous poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre en temps réel. Ou sinon on prendra directement contact avec vous pour répondre à vos questions. Alors, vous le savez maintenant tous, hein, depuis plusieurs années, les entreprises qui sont assujetties à cette loi Sapin 2 doivent mettre en place ces 8 piliers. C'est un petit peu changé depuis quelque temps avec, depuis janvier avec l'AFA. On va regarder ça très rapidement. Et un des piliers, l'évaluation du tiers, le 4e pilier, qui aujourd'hui, en tout cas dans ce que nous voyons chez Altares, eh bien, est en très fort retard puisque la dernière étude que nous avons pu réaliser montre que seulement 37%, la dernière était 35, hein, des assujettis avaient mis en place l'évaluation des tiers. Bon, très bien, on prend note de ceci et lorsqu'on essaye d'approfondir les raisons, hein, de ces écarts, pas dire retard, de ces écarts, mais on voit que c'est plutôt le processus de cette évaluation de tiers. Qu'est-ce qui est attendu par l'AFA? Comment mettre ça en place? Et puis, qu'en faire une fois qu'on a mis en place toute cette évaluation des tiers? Donc, on va regarder tout ça dans cette heure ensemble. Juste cette image-là que j'aime partager plutôt en interne chez Altares, mais qu'on va commencer à partager avec vous, que plutôt quelque chose d'assez pour rendre un peu léger ce thème, cette fameuse scène, hein, du film Comment épouser un millionnaire, dans lequel joue Marilyn Monroe, et elle est en train dans cette scène-là de choisir, de commencer à choisir bien ses prétendants. Juste l'image n'est pas du tout pas truquée. Elle utilise bien le reference book de Dun & Bradstreet dans les années 50. Voilà, donc une petite tonalité sur ce thème de la conformité, puisque on voit que à côté elle a le Wall Street Journal et on a, j'aime le dire, les deux grandes phases de cette évaluation des tiers. D'un côté, l'identification du tiers, en fin de compte, à qui on s'adresse, donc une donnée plutôt généraliste, plutôt massive, si j'ose dire, et dans le terme massif, on voit bien le lien avec ce grand dictionnaire, et puis le Wall Street Journal, qui est plutôt ce que moi je considère plutôt comme le screening, donc cette information quotidienne en temps réel qui permet de corroborer ou pas ce qu'il y a dans le premier livre. Voilà, juste je vais passer rapidement sur cette image-là, et on va aller sur des choses un peu plus sérieuses, on va dire. Bon, les 8 piliers, vous les connaissez, hein, je ne vais pas les rappeler. On est ici dans l'évaluation, la procédure d'évaluation des tiers qui vient après la cartographie des risques. Donc souvent, on vous le dit lorsqu'on vous rencontre sur des projets, hein, première question, c'est est-ce que votre cartographie des risques a été faite? Là aussi, on voit des choses très poussées, très précises, et des questionnaires en interne, par pays, par secteur d'activité, par division, par type de
de métiers. On voit également des outils maintenant digitaux qui permettent d'identifier le risque, notamment tout ce qui est cadeaux et invitations. On a fait beaucoup de contenu là-dessus. Et puis, normalement, cette cartographie des risques, elle arrive à un volume de tiers qui doivent être évalués. Si vous êtes encore en doute sur la cartographie des risques, on a fait des livres blancs, on a fait des vidéos, on a fait des webinaires sur ce thème-là. Retrouvez-les, regardez-les. Sinon, vous m'envoyez un petit mot et puis on vous renvoie tout ça. Donc, on arrive sur cette évaluation des tiers. Les autres piliers n'ont pas de lien avec cette évaluation des tiers, mais il faut évidemment bien les mener. Alors, je regarde les questions. Entre-temps, je regarderai ça. Alors, l'AFA a réaménagé ces 8 piliers. Donc, on en a fait 3. L'engagement de l'instance dirigeante, bien sûr, la cartographie des risques, j'en parlais à l'instant, et puis la gestion des risques dans lequel appartient l'évaluation du tiers. Alors, par rapport à cette vision 8 piliers qui sont tous à mettre sur le même niveau. Là, la différence, et Madame Andrieux de l'Agence française anticorruption nous l'avait précisé lors d'un séminaire que nous avions fait en mars de cette année. Voilà, il y avait d'abord l'engagement de l'instance dirigeante. On sait qu'on vous rencontre tous les jours, compliance officer, compliance manager. On sait que le soutien des instances dirigeantes est primordial, parfois pas forcément au niveau qui est attendu, mais c'est important de l'avoir. Cette cartographie des risques, excusez-moi, parce que voilà, cette cartographie des risques qui est à faire, donc je le disais. Et puis, on arrive sur le pilier 3 avec l'ensemble des tâches, l'évaluation des tiers, le code de conduite, la formation, les alertes internes, etc. Et donc, cette évaluation des tiers. Okay. Alors, je continue. Voilà. Alors, quelques éléments de l'Agence française anticorruption sur cette évaluation des tiers. Vous retrouvez ces contenus dans les différents guides qui sont sur leur site. On peut vous transmettre les liens, pas les documents, qui précisent la définition, les objectifs, le champ d'application de cette évaluation de l'intégrité des tiers. Vous voyez, on a déjà une information importante. On doit mesurer l'intégrité des tiers, leur honorabilité, leur réputation. Ce que recommande également l'AFA, c'est de s'adosser à des acteurs du monde privé qui ont des bases de données, des solutions logicielles, qui ont agrégé l'ensemble des datas, des cabinets spécialisés en investigation, des cabinets d'avocats. On fait beaucoup également de prise de parole avec différents cabinets d'avocats qui sont spécialisés sur la conformité. Il y en a même un qui est spécialisé sur la cartographie des risques. Là aussi, on pourra vous envoyer les contacts si vous le souhaitez, mais s'adosser à ce genre d'acteurs, en tout cas, on voit que ça facilite la démarche et la mise en place, et le temps de réaction notamment. Ce que recommande l'AFA, c'est d'arriver à une conclusion sous un feu rouge, un rouge, orange, vert, un red flag, vous l'appelez comme vous voulez, qui est quand même, j'allais le dire, assez pratique, néanmoins léger. Rouge, orange, vert, quand on a derrière ces couleurs de nombreuses informations, de nombreux critères, ça nécessite bien sûr des calculs, des algorithmes, etc. Mais ça permet également à vos lignes métiers, et ça on voit beaucoup également avec tous les projets que l'on a menés, que les lignes métiers, elles aient une évaluation avec une lecture pratique, même si le rapport de conformité, on va le voir, il est conséquent. Mais vous, compliance manager, compliance officer, un outil pour pour générer ce feu rouge, orange, vert, et derrière l'ensemble du moteur, l'ensemble des analyses qui vont générer ces couleurs-là. Donc voilà quelques recommandations de l'AFA. Alors, ce quatrième pilier, chez Altares, on l'a découpé en 8 étapes. Alors, il y avait 8 piliers, 8 étapes. Bon, ok. Donc, on l'a découpé en 8 étapes pour une due diligence en confiance. Alors, due diligence, KYC, KYS, processus de conformité. On voit tous les termes arriver.
vous prenez le vôtre, en tout cas, on s'adapte. Mais on a pu identifier que cette évaluation de l'intégrité des tiers pouvait se faire via ces 8 piliers, ces 8 étapes, pardon, et on va les regarder en détail. Alors, je vois qu'il y a des questions, je répondrai. Alors, je vais préciser ces huit étapes, puis après je répondrai à votre question, Félix. Hein. Bon, alors, on a plusieurs étapes, et on va les voir vraiment dans le détail, une par une, parce qu'on se rend compte que elles vont vraiment conférer un score de conformité et votre rapport de conformité. Je rappelle que les contrôles de l'agence se font d'abord sur pièces dans un premier temps, et donc sur ce quatrième pilier d'évaluation des tiers, il y a un élément que vous devriez, je vais mettre au conditionnel, transmettre à l'agence, c'est évidemment le rapport de conformité, à minima le rapport de conformité. Hein. Ce qui est intéressant, c'est également la manière dont vous avez peut-être paramétré les choix en termes de screening et d'enrichissement. On va les regarder, puisqu'on voit de plus en plus de nos clients qui, en fin de compte, sauvegardent, font un screenshot de leur screening. On va y venir, hein. J'y pense, je suis en train j'en parle maintenant, pour montrer comment ils ont sélectionné les sanctions, paramétré la presse négative, PEP, RCA, etc. Bon, on va venir là-dessus. Alors, on va la regarder une par une. D'abord, la partie identification, hein, vous allez identifier vos tiers depuis votre CRM, votre ERP, votre SRM. Est-ce que vous avez le code, est-ce que vous avez l'identifiant local déjà, hein, le CIRAN pour la France. Idéalement, si vous travaillez avec nous, bien sûr, idéalement, hein, le DUNS number. On va voir pourquoi il est impératif, en tout cas, de disposer de ce numéro unique, hein, qui a mis en place de Dun Bradstreet il y a maintenant pas mal d'années. On va regarder l'enrichissement, qu'est-ce qu'on doit collecter à minima depuis l'entité morale, hein, et même, pourquoi pas, dans ses filiales. On va parler des bénéficiaires effectifs, bien sûr. On va regarder la partie identification, jusqu'où faut-il aller au niveau des personnes physiques, en lien avec les personnes morales. Donc ça, c'est la plus grosse étape, hein, c'est le premier bloc. Ensuite, on va transmettre des informations, pas forcément toutes les informations, au niveau du screening, sanctions internationales, PEP, presse négative, pour voir comment ça se passe, la gestion des faux positifs, voilà, comment on peut affiner cela, les faire automatiquement ou pas, mettre ou pas sous monitoring certains tiers, qu'est-ce qu'on reçoit comme alerte et qu'est-ce que ça va générer comme action. Hein. Le score, donc rouge, orange, vert, bon là, il n'y a pas grand-chose à dire, et puis ce fameux rapport de conformité. Alors, avant de rentrer, j'ai des questions. Est-ce que la conformité RGPD et sécurité informatique est certifiée ISO 27001? Alors franchement, je vais vérifier ça avec nos consultants. Peut-être que d'ailleurs certaines sont en ligne, qu'elles pourraient vous répondre, mais on va regarder ça, Félix. Hein. Et puis deuxième question. Alors, ok, je vois votre question sur la partie integrity. C'est un autre pan de la partie conformité. Alors, on va regarder la partie identification. Bon, évidemment, elle est intimement liée à votre cartographie de vos tiers, le troisième pilier, puisque c'est depuis cette cartographie que vous allez identifier d'abord le type de tiers, client, fournisseur, distributeur, franchise, sous-traitant, etc. D'accord? Et vous allez les identifier. Donc il nous faut à un moment donné une liste de vos tiers émanant de votre SRM, ERP, CRM, votre outil enfin même de comptabilité à la rigueur. Et il faut impérativement avoir des identifiants. Alors pour la France, on va parler du CIRAN, hein, etc. Mais il faut au moins des identifiants locaux pour identifier le tiers, pour l'adresser. Cette étape importante, car je le disais, elle va définir le volume de tiers et le niveau d'exigence de catégorie, et donc le coût de votre due diligence. Là, c'est important puisque on voit certains des projets qui commencent par les fournisseurs,
ensuite par les clients, ensuite les distributeurs, les franchises, par exemple, dans le retail, on le voit beaucoup. Au niveau de l'amont, on voit les fournisseurs, les sous-traitants, etc., etc. Bon, donc ça, cette étape, elle est importante, d'identifier quels sont vos tiers. Vous allez prioriser l'évaluation de vos tiers. Vous allez nous dire, bah, d'abord c'est les fournisseurs, ensuite c'est les clients. Vous pouvez lotiser votre processus de conformité. Bien sûr, il faudra l'expliquer éventuellement à l'agence française anticorruption, pourquoi vous avez lotisé. Et votre cartographie des risques, elle peut montrer par exemple qu'il y a des fortes présomptions de corruption chez vos fournisseurs pour tel business unit dans tel pays, par exemple. Donc cette identification elle est importante. On est là et on peut vous aider à faire ça puisque avec l'identifiant local, on va pouvoir, vous voyez à l'écran, juste dans le slide là, eh bien, lister tous les tiers qui sont dans la base de données d'Altares. Je rappelle qu'on a 421 millions de tiers dans notre base mondiale, évidemment. Et avec un identifiant, on va pouvoir le retrouver. Alors cette phase est importante puisqu'il ne faut pas se tromper de tiers. Et on voit beaucoup on voit deux cas intéressants. Un, des doublons, des triplons, etc., dans les bases ERP. Donc un même tiers qui est parfois le même SIRAN et qui est saisi plusieurs fois sous différents noms. Moi, j'ai saisi Altares, vous voyez, Altares, Altares D et B, Altares-DB, etc., etc. Donc, ce travail-là, il est à faire de votre côté. On peut évidemment vous aider à ça parce que vous avez compris que tout ce qui va suivre, eh bien, on va mesurer l'intégrité du tiers, CBE, ses dirigeants, etc., etc. Il ne faut pas se tromper de tiers. Donc, la partie identification, elle est importante et on voit qu'il y a beaucoup de cas où les bases de tiers doivent être dédoublonnées, triées, etc., etc. Sur la deuxième, alors si vous avez, question de Frédéric, concernant les intermédiaires, il n'y a pas nécessairement d'identifiant. Comment les identifier? Alors, je réponds très simplement à cette question, monsieur. Si vos intermédiaires, je les appelle comme vous les citez, sont des entreprises enregistrées au greffe, en France tout simplement, elles ont normalement un identifiant. Alors l'identifiant local, le SIRAN en France, et elles ont également le DUNS number. On va y venir sur le DUNS number. Si par contre, monsieur, vous avez si vous cherchez des identifiants, vous dites, bah tiens, cet intermédiaire-là, je cherche son identifiant, faites-moi un petit mot et je regarderai s'il est dans la base d'Altares. Ne m'envoyez pas 10 000 noms, 2, 3, 4, ça le fera aisément. Très bien. Alors, je continue. Je suis en train de faire d'autres questions, je continue. Alors, la partie matching, c'est justement ce rapprochement entre l'identifiant local. Alors, on gère tous les identifiants locaux dans tout le monde entier. Je vous dis 421 millions de tiers, il y a 300 millions sur le slide, 421 millions, 220 zones géographiques. Donc voilà, on n'a pas vraiment de soucis sur la partie identifiant, mais à un moment donné, il faut que l'on puisse faire un matching de ces tiers pour qu'ils soient identifiés rapidement et visuellement de manière sûre et certaine. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est chez Altares le DUNS number. Il faut savoir que en face de chaque identifiant local, il y a un DUNS number qui est totalement unique et qui va nous permettre une chose intéressante déjà, c'est d'isoler les tiers inactifs. Ou par exemple uniquement sur les sièges sociaux, pour une plus grande précision. Alors, les tiers inactifs, ce sont des tiers qui, par exemple, arrêté leur activité, qui sont en procédure collective, où là, vous allez nous dire, en fin de compte, sur ces tiers, peut-être que vous les avez, vous, en base de données, peut-être que votre cartographie des risques les a identifiés comme analysés, très bien, ok, mais nous, on va vous dire s'ils sont actifs ou pas. Et c'est important puisque une due deal, ça coûte de l'argent. Est-il impératif de faire une due diligence sur un tiers qui est inactif? C'est vous qui allez nous le dire. De manière générale, les due deals ne sont pas faites sur les tiers inactifs, donc qui n'ont plus d'activité marchande, commerciale, etc., etc.
où on va pouvoir, avec ce match dunce number et identifiant local, bah, on va nous tout de suite vous dire que en fin de compte, sur 3-4 tiers qui ont le même nom, on va identifier le dunce number face à ces 3 tiers et on va dire, bah voilà, en fin de compte, c'est celui-ci qui est de notre côté, de la base Altares, le tiers qui est à prendre. Parce que derrière, il y a les BE, parce que derrière, il y a les actionnaires, parce qu'il y a l'arbre capitalistique, parce qu'il est en tête, il est plus haut dans l'arbre, etc., etc. Hein. Alors, ça se fait, nos consultantes peuvent expliquer ça plus précisément, bien sûr, hein, lors de nos meetings, mais ça se fait très, très rapidement. Hein. Là, toutes ces étapes-là, pour l'instant, se font en un clic. Hein. On va regarder ça. Alors, alors, combien de temps pour prévoir ce matching en fonction du volume, par exemple? Bah, alors, à vérifier, je crois qu'on fait, on analyse automatiquement 90% des bases. Hein, si vous avez le CIRAN, un fichier Excel avec toutes les données et au moins l'identifiant local, je crois qu'on en fait automatiquement 90%. Ensuite, il y a une part où nos équipes enquête qui sont basées à Lyon, parfois vont aller regarder dans nos bases s'il y a un petit souci ou s'il nous faut vérifier quelque chose. Donc plus votre fichier est précis, code postal, adresse, etc., l'identifiant local, le nom de l'entreprise, parfois même les noms commerciaux, hein, les noms commerciaux, ça peut nous aider. Et ben on peut faire ça de manière assez rapidement. Hein. Autre question. Bon, je continue. Alors, l'enrichissement, maintenant qu'on sait à quel tiers s'adresser, avec une absolue confiance, on va donc collecter de l'information, c'est le gros bouquin là, de Marilyn Monroe, là. On va aller prendre les données qui sont dans la base de données d'Allen Bradstreet, voilà, 161 millions de BE, 250 millions de dirigeants, 421 millions d'entités. Bon, les chiffres parfois sont tellement astronomiques que bon, ça, ils sont quand même importants. Mais l'enrichissement, vous allez enrichir vos tiers en données identitaires et capitalistiques, et on va collecter les dirigeants et les bénéficiaires effectifs. Je vais même rajouter quelque chose sur ce slide. On collecte également tout de suite le risque pays et le risque activité. Alors déjà, ça donne une première tonalité. Hein. Risque pays. Est-ce que le pays dans lequel, pardon, le pays dans lequel est basé mon tiers, le pays, est-il à risque? On a schématisé et travaillé sur les données de Transparency International. Bon, très bien. Deuxième information, est-ce que l'activité de ce tiers est à risque? Alors, je précise, ça sera dans le compte-rendu qui sera fait de cette matinée, enfin de ce webinaire, nous analysons l'activité principale et l'activité secondaire des tiers. On peut avoir une activité principale à risque faible et une activité secondaire à risque moyen, par exemple. Évidemment, le risque activité sera moyen dans ce cas. Bon, là-dessus, on a des démos de nos solutions, vous pouvez y accéder en ligne, vous verrez, c'est bien expliqué. Donc déjà, dans cet enrichissement, bien sûr qu'on va aller collecter pas mal d'informations, nom, prénom, bénéficiaire effectif, dirigeant, manager. Évidemment, dans les BE, on prend les taux de détention, les dates de naissance, tout ce qui est surnom, alias, etc. Pareil pour les dirigeants. On collecte bien sûr tout l'arbre capitalistique, je le disais, toutes les données identitaires, adresse, etc. Et ces deux premiers indicateurs, risque pays et risque activité. Hein. Au niveau des BE, parce qu'il y a un webinaire au mois de juin sur ce thème-là, je ne vais pas forcément y répondre tout de suite, mais on nous pose souvent la question où est-ce qu'on les collecte? Je réponds. D'abord, on les collecte des sources officielles, les statuts, etc. Hein, d'accord, dans le monde entier, bien sûr. Les données publiques, ce que publient les entités. Et puis, on agrège, et bien sûr, les sources comme l'INPI, par exemple, qui est accessible depuis quelques temps. Je parle pour la France, un INPI. Mais il y a d'autres sources de BE qui sont bien sûr proposées. J'ajoute une chose, c'est que on a également la possibilité dans certaines solutions, là, dans la solution qu'on voit à l'écran, là, enfin les screenshots qu'on voit à l'écran, vous pouvez vous ajouter vos BE. Hein, il peut s'avérer qu'il y a un changement de BE qui soit pas encore passé dans les statuts.
Mais vous dites, bah tiens, j'ai envie d'être clair avec ça, et vous avez information d'un bénéficiaire effectif, nom, prénom, nationalité, date de naissance et taux de détention. À minima, c'est ce qui est nécessaire, et vous pouvez le rajouter dans la solution. Bien sûr, ça va sans dire, ce n'est pas partagé avec les autres clients d'Altares, et ce n'est évidemment pas sauvegardé dans la base mondiale DBE d'Altares. Hein. Donc on collecte toutes ces personnes physiques, les dirigeants, les BE, les personnes ayant influence sur les entités, toutes les données identitaires, et je le disais, le risque pays et risque activité. Je précise un point là-dessus, on nous pose souvent la question. Le risque pays d'un tiers, je prends la France, le risque pays d'un tiers français est faible. La France est un pays à risque faible en corruption, selon Transparency International. Néanmoins, on pourrait imaginer que certains bénéficiaires effectifs, ayant plus de 25% de taux de détention, soient de nationalité, soient résidents dans des pays à risque. Qu'est-ce que nous on fait? Comment on traduit cette information? Conservons-nous le risque pays de l'entité morale qui est faible, la France, ou indiquons-nous ce risque pays, non pas depuis l'entité morale, mais depuis cette personne, ce BE, avec un taux de détention au moins de 25%, prenons-nous ce risque pays. Par contre, on a fait le deuxième choix. On peut modifier le risque pays en fonction de la nationalité et de la résidence d'un BE. Voilà, donc là aussi ce risque pays, parfois on dit oui, bon, c'est Transparency, c'est du fichier Excel classique. Non, il doit également s'ajuster en fonction de l'histoire du tiers, hein, et notamment des BE. Hein. Activité aussi, activité principale et secondaire. Évidemment, maintenant on a de nombreux clients hein, qui utilisent nos solutions. Je peux vous donner un chiffre. On a aujourd'hui quasiment 8 millions de lignes hein, qui sont analysées sur la partie conformité. Sapin 2, hein, je ne parle pas de l'activité LCBFT, uniquement Sapin 2, on a à peu près 8 millions de lignes. Et on voit que les tiers qui ont des activités secondaires plus à risque que l'activité principale, bah, souvent c'est un peu fait exprès. Hein. Voilà, donc ça c'est important aussi de voir ça. Allez, on continue. Je regarde les questions. Alors je regarde les questions, il y en a beaucoup. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors je vais les prendre. Alors celle-ci, non, très bien, j'ai déjà répondu. Oui, alors tableau de bord, etc. On a ça. Ok. Très bien. Non, il n'y avait pas d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors bon, l'enrichissement est terminé. Ce gros pavé est terminé. On a nos BE, on a nos dirigeants, vous avez éventuellement rajouté des BE, vous avez éventuellement rajouté des dirigeants. Vous pouvez également le faire. Bon, très bien. On a le risque pays activité. Bon, maintenant, on va aller mesurer l'honorabilité hein, de la personne morale et puis des personnes physiques. Alors, en fonction des lois locales, bon, Sapin 2, on nous dit que c'est les BE qui ont au moins 25% de taux de détention. Très bien. Donc, nous, on collecte tous les BE, quel que soit le taux de détention. Hein. D'abord parce que, la loi peut changer, et puis nos solutions sont utilisées par plusieurs clients dans le monde entier, et parfois le taux est différent. Bon, bref. Et donc, on va donc mesurer l'honorabilité des tiers, donc à travers l'étape du screening, le criblage, certains l'appellent encore comme ça. Donc, on va exposer les personnes physiques aux listes de PEP, très bien. On va exposer la personne morale et ou ses filiales. On peut également analyser ses filiales. Et les personnes physiques sous les 1700 listes de sanctions qui existent, hein, on va les détailler. Et puis on va regarder la presse négative. Alors, on va regarder la presse négative des personnes morales, de là ou des personnes morales, et puis des personnes physiques. Alors on n'envoie pas, donc là on n'envoie pas toutes les personnes physiques dans le screening. Donc les BE, normalement on prend ceux qui ont un taux de détention à partir de 25%. Et au niveau des dirigeants, soit vous prenez l'ensemble des dirigeants qui sont dans la base Altares, hein, soit vous prenez que les dirigeants principaux.
hein, donc CFO, CEO, etc. D'accord? Donc ça, c'est un choix à faire. Et vous voyez que ce screening, normalement, hein, essayez de prendre des solutions, vous pouvez l'affiner, l'ajuster, le personnaliser pour qu'il soit adapté à votre activité, à votre histoire. Je vais vous donner quelques exemples. Sur la partie presse négative, vous voyez qu'on a, là, on a, le risque social et environnemental qu'on pourrait lier un sous-indicateur RSE. Bon, certains le désactivent. Très bien. Au niveau des personnes exposées politiquement, en fonction des lois locales, on peut identifier les PEP qui sont inactifs, donc qui n'ont plus de mandat. Alors en France, c'est 1 an après la fin de leur mandat. Très bien, ça, on peut le paramétrer. Les parents et proches associés, bon, est-ce qu'on les prend ou pas? C'est oui, c'est non, c'est vous qui décidez. Mais on peut également limiter la période. Bon. Au niveau des sanctions, est-ce qu'on exclut les sanctions qui sont expirées? Un tiers qui n'est plus, dont la sanction a expiré, est-ce qu'on vous voulez en tenir compte ou pas? Pareil pour les personnes physiques. Et au niveau des sanctions, et bien là, vous avez plusieurs choix. Alors là, on en a mis 5. Faut savoir on peut approfondir ce choix via un paramétrage fichier Excel. On a les 70 grandes familles des sanctions, etc. Bon, et là, vous pouvez faire un choix unitaire. Bon, là, je vous ai montré uniquement ce qui est fait de manière assez classique. Bon, évidemment, là, faut pas trop toucher, hein. Il y a peut-être d'autres sanctions à exclure, à enlever, mais bon, généralement là, nos clients sont conseillés pour pas y toucher. Bon, en fin de compte, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à ce que on ait un volume d'écho des faux positifs limité. Si donc vous vous dites voilà, j'enlève au niveau de la presse négative, je ne veux pas qu'on remonte la presse négative qui relate risques sociaux et environnementaux, eh bien vous n'aurez donc pas cette information-là et donc vous n'aurez pas d'informations sur ce thème-là et peut-être moins de faux positifs. Donc ça voilà, un point important sur la partie paramétrage du score. Juste avant de répondre aux questions qui arrivent, vous pouvez également modifier le calcul par défaut. Par exemple, dans l'exemple que j'ai là, ce que j'ai mis si j'ai un PEP qui est mesuré fort, un indicateur PEP qui est mesuré fort, et si j'ai une presse négative qui est mesurée forte, hein, donc de rouge, eh bien je veux que mon score de compliance soit néanmoins orange. Alors déjà, on commence à rentrer dans ce que nous recommande l'AFA, ce rouge, orange, vert, etc., etc. Donc on a bien un score de compliance, rouge, orange, vert. Souvenez-vous, hein, c'est dans les 8 étapes, c'est la 7e, hein, avant le rapport de conformité. Et ce score de compliance, il est basé sur 5 indicateurs, risque pays, risque activité, PEP, sanctions et adverse médias. Et par défaut, vous avez un calcul du score qui est proposé. Néanmoins, on sait que certains clients veulent ajuster, affiner, je le disais, hein, pouvoir personnaliser ce score et pouvoir créer une règle. Donc là, en l'occurrence, on en a une qui est pas, oui, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Si j'ai un PEP rouge et si j'ai un PEP fort et une presse négative forte, néanmoins, ça me fait un score de compliance orange. Ok. Donc voilà, c'est paramétrable. Je vais regarder les questions parce que je les entends arriver. Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, ce paramétrage du screening, bah, bien sûr, il est fait par l'administrateur, il n'est pas accessible aux utilisateurs. Hein. Il va avoir 2 conséquences importantes. D'abord, il va pouvoir générer des workflows. Ce qu'on voit beaucoup, c'est un administrateur, des compliance officers, un ou plusieurs compliance officers avec différents analystes, et puis ensuite les lignes métiers, hein, qui veulent être alertés à chaque fois qu'un score ou qu'un indicateur atteint une couleur. Le plus fréquemment, évidemment, c'est dès qu'il y a une sanction qui est rouge, hein, qui est importante. Donc là, souvent, les compliance officers veulent être informés.
Donc là, il y a des systèmes de workflow qui sont dans la plateforme. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, cette combinaison du screening va permettre également de mettre en place toutes les alertes internes au sein de vos équipes de conformité, si tant est qu'elles aient accès évidemment aux plateformes. Donc voilà l'intérêt aussi de ce genre de paramétrage du screening. Il va générer la couleur du score, donc le niveau de score, et également, il peut également être une base pour le workflow. Hein. Ça, je sais que c'est maintenant beaucoup utilisé au niveau des compliance officers. Alors évidemment, là, je vous montre des écrans d'une solution qui s'appelle Indudy. Tout existe évidemment en API. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer ça dans vos SRM, dans vos SAP. Il y a SAP, il y a Salesforce, il y a Evalua, les connecteurs. Mais bon, avec les API, vous pouvez mettre tout ça en place si vous le souhaitez. Et tout ce moteur-là, toutes les étapes qu'on est en train de voir, elles peuvent s'opérer depuis des plateformes métiers. Hein. On continue sur nos différentes étapes. Il y a la gestion des faux positifs. Alors, c'est une opération qui est aujourd'hui manuelle, qui va donc, vous l'avez compris, hein, vous le savez, qui va isoler les homonymes, parce que dans le screening, on peut remonter des homonymes. Alors, faut savoir que vous pouvez aussi, c'est important, définir ce qu'on appelle le taux de proximité, le taux de proximité des noms et des prénoms. Le fuzzy match, hein, je ne l'ai pas montré dans la plateforme, mais vous pouvez également le faire. Jusqu'à quel pourcentage vous voulez que les faux positifs aillent chercher la proximité en termes d'orthographe, hein, des noms et prénoms, des entités et des personnes physiques. Hein. Bon, là aussi, il y a quelques abacs, hein, le 90-95%, nous on le voit beaucoup. Mais là aussi, c'est vous qui le définissez. Faites-vous conseiller par des gens du métier, des cabinets qui font très bien tout ça. Après, nous, on a nos consultantes, on a des sessions de formation, de training, de pédagogie sur toute la conformité, sur ces 8 étapes, et vous partager ce qui se pratique dans votre activité. Sans que ça soit une obligation, bien sûr. Alors, donc, cette gestion des faux positifs, donc, elle est manuelle. Néanmoins, avec le fameux Dunce number, hein, souvenez-vous, eh bien, elle peut être totalement automatisée. Alors, pourquoi? Parce que les personnes morales qui vont remonter en faux positif, évidemment, on va identifier le Dunce number de ces personnes morales, on va le rapprocher avec le Dunce number de votre tiers, hein, qui est issu du matching, hein, dans les étapes qu'on a vues précédemment. Et puis simplement, hein, si c'est identique, c'est un match confirmé. Bon, on le voit là à l'écran, un match automatique correspondant, les duns sont identiques, donc c'est match confirmé, avec néanmoins une entreprise donc, qui appartient à l'État, et puis une adverse média, là on le voit dans l'exemple qui est en dessous. Et puis donc voilà, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, chose intéressante également, c'est que on peut définir un match confirmé sans que ça obère le score de conformité. Je m'explique. Soit vous avez un faux positif et vous l'excluez via notre plateforme là avec vous cochez, vous pouvez même des commentaires. Soit c'est un match confirmé et en fonction du niveau de risque et du paramétrage du score qu'on a vu juste avant, eh bien ce hit va venir obérer un des indicateurs, PEP, sanction, adverse média, etc. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez dire c'est un match confirmé, mais vous ne voulez pas que ça rentre en compte dans le calcul du score. Pourquoi? Parfois l'article est très ancien. Parfois quand on lit l'article, oui, bon, la personne est mentionnée, mais on se rend compte qu'elle n'est pas impliquée. Bon, très bien. Il est, selon votre choix, il est PEP. Vous savez, dans les personnes exposées politiquement, il y a 47 catégories. Hein. Peut-être que vous dites, voilà, il est PEP, mais en fin de compte, je veux
notifier que c'est bien le match confirmé. Par rapport à l'agence, vous devez savoir que c'est un PEP, ça c'est clair, mais vous voulez pas que ça rentre dans votre score. Ça, c'est intéressant, puisque ça ne, entre guillemets, pollue pas vos scores et votre score et votre indicateur avec des éléments que vous voulez pas, dont vous voulez pas tenir compte. Et c'est la dernière étape avant le score de conformité. Il y a donc ce score de conformité. Voilà, on retrouve nos petits. Les 2 indicateurs qui émanent de l'enrichissement, pays activité, les 3 indicateurs qui émanent du screening. On va prochainement avoir d'autres indicateurs qui vont venir ici. Je vais vous en parler juste après. Il y a de nombreux filtres, pardon, pour avoir une lecture rapide. Donc ça aussi, vous verrez ça si vous souhaitez assister à une démonstration de nos solutions, tout ça, vous avez ça en ligne. L'ensemble ce qu'on appelle le portefeuille ici, avec l'ensemble de vos tiers et puis leurs scores et leurs indicateurs sont exportables dans vos systèmes d'information ou via Excel tout simplement. Et puis vous avez une lecture de vos tiers depuis ce portefeuille. Donc si je résume, on a identifié les tiers issus de votre cartographie, on a identifié le DUNS number, ça va nous faciliter la tâche, notamment pour les faux positifs. On a enrichi avec les BE, les dirigeants, les personnes ayant influence, risque péris activité, l'arbre capitalistique, données identitaires, très bien. On envoie ça au screening que vous pouvez paramétrer. On doit gérer les faux positifs. Sur la partie personne morale, ça se fait automatiquement grâce au DUNS number. Sur les personnes physiques, plus on a d'informations, date de naissance, lieu de naissance, etc., plus la gestion des faux positifs se fait facilement. On peut auto-sélectionner des listes entières et puis les exclure ou les inclure. Et puis, on a à la fin ce score de conformité qui est dans un portefeuille, comme on le voit à l'écran, exportable, etc. Et je vous le disais, vous pouvez néanmoins mettre certains tiers sous alerte, sous monitoring. Alors, ça permet de ne pas les screener constamment, parce que le screening, vous faites une fois, mais peut-être que certains d'entre vous veulent le faire plus d'une fois par an, notamment en fonction de la cartographie des risques. On se dit, tiens, pour les tiers qui sont de ce segment issu de la cartographie des risques, je vais lancer la due deal 2-3 fois par an. C'est vous qui choisissez. Donc parfois c'est pas utile de mettre sous alerte. Néanmoins, vous pouvez mettre sous alerte. Certaines informations, certaines alertes sont mineures. Je pense notamment à des tiers qui changent d'adresse dans le même pays. Bon, oui, bon là, ça va pas changer grand-chose en termes de due diligence. C'est les mêmes dirigeants, les mêmes BE, ils ont juste déménagé. Bon, ça sert à rien de repayer une due deal alors qu'il y a un changement mineur. Donc ça, vous le voyez dans ce genre d'écran. Vous avez un tableau de bord rapide pour identifier les changements dans votre portefeuille, donc données identitaires, sanctions, PEP adverse news, oui, qu'il faut donc modifier. Voilà. Vous avez votre score compliance provisoire. Donc éventuellement, bon évidemment, s'il y a des nouvelles sanctions, il faut relancer un screening pour mettre à jour le score de conformité. Mais avec le monitoring, vous avez tout ça de manière automatique. Vous pouvez rescreener si vous le souhaitez en fonction de vos règles de conformité. Le rapport de conformité, alors il est rapidement produit, il reprend l'ensemble des données de votre KYC. Donc on a ici score pays, on a le risque KYC, on a ici vos indicateurs, quelques paramétrages du screening qu'on a rappelés, et puis les dates d'enrichissement, de screening, le statut. Et puis là vous avez, ça peut aller jusqu'à, on avait des rapports de 100 pages qui reprennent vraiment tout ce qui a été fait dans toutes ces étapes-là. Bien sûr, l'audit trail, bien sûr, tout ça est archivé et horodaté, je le disais. Alors, il est automatique. On nous pose souvent la question, mais en fin de compte, où est-ce qu'ils sont, ces rapports de conformité? Alors, ils sont bien sûr sur notre plateforme. L'administrateur peut les télécharger tous en une seule fois, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'un de vos analystes va vouloir ouvrir un rapport de conformité, il ne s'affiche pas dans le navigateur, comme on pourrait le penser. Non, il est téléchargé sur un répertoire que va définir l'analyste, son ordinateur, un fichier partagé, enfin un répertoire partagé, à vous de voir.
Et puis, il y a l'épisodique pour le régulateur, ça c'est important. Hein. Pas d'autres questions? Alors, une étape qui, dans les 8 étapes qu'on a vues, il y a quelque chose qui manque. Là, on a vu en fin de compte des données qui sont altaréciennes, hein, si j'ose dire, issues d'un opérateur de screening, des données qui émanent de nos bases de données. Bon, très bien. Mais vous pouvez également intégrer dans votre démarche de KYC des questionnaires que vous adressez à votre tiers et intégrer ces éléments dans le score de conformité. Donc là, on a les deux faces de la conformité, hein, la donnée d'un acteur public, d'un acteur privé, pardon, donc comme Altares, très bien, et puis les données que vous allez collecter auprès de vos tiers. Ah, bien sûr, c'est la réponse de vos tiers. Hein. Donc c'est une option dans ces solutions-là. Vous construisez un questionnaire, vous l'envoyez depuis cette plateforme à vos tiers, donc vous sélectionnez les tiers à qui vous voulez l'envoyer, confère cartographie, confère pays, tout ce que vous voulez. Et il peut y avoir des questions ouvertes, fermées, des questions à choix multiples, de la collecte de documents. Et vous pouvez même, dans le volume de questions que vous adressez à votre tiers, en identifier une ou plusieurs pour qu'elles soient mesurées. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, votre score de KYC est amélioré, il est plus précis via 2 nouveaux indicateurs. Hein. Donc là, on a rajouté 2 nouveaux indicateurs. Vous construisez votre questionnaire parmi plusieurs questions prêtes à l'emploi en multilangue. Alors, on a même maintenant un petit fichier Excel avec toutes les questions basiques sur Sapin 2, RGPD, devoir de vigilance, éthique, etc. Nos consultantes ont ceci, ça permet peut-être de vous orienter. Hein. Néanmoins, si vous avez des questions, déjà un questionnaire prêt, c'est pas de problème, on peut l'intégrer. On collecte les documents d'identité qui sont vérifiés, validés. On a un partenariat technique avec un acteur de renom sur ce thème-là. Et vous avez donc 2 indicateurs. Un indicateur de complétude. Est-ce que mon tiers a totalement, partiellement ou pas du tout complété mon questionnaire? Donc ça, c'est une information intéressante. Hein. Alors, intéressante pour ceux qui ont complété et ceux qui n'ont pas complété aussi. Hein. Et puis, vous avez ce deuxième indicateur, toujours rouge, orange, vert, qui va être basé sur une ou plusieurs questions, celles que vous souhaitez, que vous voulez mesurer. Avez-vous un code éthique? Oui, non. Avez-vous un code, êtes-vous certifié 27 000? Oui, non. Et puis, avez-vous une démarche anticorruption avec vos fournisseurs? Oui, non. Très bien. Et bien, en fin de compte, ces 3 questions fermées, on va les mesurer et en mettre un indicateur. Ça va donc obérer votre score de conformité, ici. Voilà, ici. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait avoir, par exemple, ici, là, dans cet exemple, des données plutôt positives ou à faible risque émanant du screening et puis de l'enrichissement, mais que votre tiers vous dise, en fin de compte, non, j'ai pas de code éthique, c'est pas tout ça, et que pour vous, c'est important, et que ça va obérer votre score. Donc, vous allez mêler dans votre score de compliance tant des indicateurs qui émanent de l'extérieur, si j'ose dire, étant des réponses de vos tiers. Hein. Là, on est vraiment un 360 degrés sur l'évaluation du tiers. Bon, collecte des documents, j'en parlais, collecte des documents d'identité avec vérification. Tout ça est encrypté, archivé en France. Bien sûr, on travaille avec des acteurs de renom, je vous le disais, sur ce sujet-là. Hein. Je voulais vous partager également ce que l'on a collecté en termes de défis quotidiens des compliance officers, des compliance managers. On en a mesuré 19. Je pense qu'on pourrait en mettre un 20e aisément. Je ne vais pas forcément les partager. On va beaucoup sur la perte de temps, le lien entre compliance, l'équipe compliance et les lignes métiers, comment transférer l'information. Hein. Tout à l'heure, on parlait des intégrations de nos solutions dans Salesforce, Evalua, SAP, etc. Ce qu'on voit beaucoup, c'est de plus en plus de compliance officers qui dédient le lancement de la due deal aux lignes métiers. Donc, ils appuient sur un bouton, lancement de la due deal, tout simplement, SAP, Salesforce, tout ça. Et en fin de compte, tout le process va se faire derrière. Bien sûr, l'analyse appartient
aux analystes compliance, hein, et qui vont d'ailleurs gérer les faux positifs et en fonction de leurs résultats, afficher dans les produits métiers le score de conformité. Donc la ligne métier, elle est au courant du niveau de risque de leur tiers. Ça, c'est important pour la relation commerciale. Ce qu'on voit aussi, c'est l'interprétation de ce que l'on voit à l'écran, notamment au niveau des listes de sanctions. Je le disais, hein, il y a 1700 listes de sanctions, elles sont catégorisées en 70 familles à peu près, celles qui sont plus ou moins importantes. Bon, là, on a des outils assez pédagogiques là-dessus également, mais vous les trouvez également chez les opérateurs de screening, hein. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Il y a plusieurs ouvrages que je vous invite à télécharger. Vous aurez les liens dans les emails de remerciements. Bon, un livre blanc sur Sapin 2. Récemment, on a fait un guide sur le 3e, le 4e et le 5e pilier, hein, donc cartographie, évaluation et contrôle comptable, avec donc deux partenaires qui nous ont bien aidés là-dessus. Et puis, avec l'Agence française anticorruption, on a mesuré toutes vos questions, une quarantaine de questions, et l'AFA a répondu à ces questions. Donc, on a retranscrit tout cela dans un document PDF. Voilà. Alors, on en a terminé. Voilà, on est pile poil quasiment à l'heure. En termes de questions, j'ai pas forcément vu d'autres questions. Ah oui, alors donc voilà, donc j'en avais quand même. Sur le risque pays, quelles bases sont choisies? Transparency. Alors, Fanny, oui, on se base sur Transparency, sur risque pays, et vous nous demandez, on a notre recette de cuisine qui est pas forcément, on va dire, peut-être un peu confidentielle, je vais dire, mais on la partage. On dit comment on a transformé l'indicateur Transparency en risque fort, faible et moyen. Là-dessus, oui, on a de la littérature là-dessus. Fanny, adressez-nous un petit mot. Altares, enfin, on a toutes les coordonnées si vous souhaitez nous contacter. Alors, Fanny, vous avez une autre question. PEP, pays, je ne comprends pas la question, mais peut-être que on reprendra contact avec vous pour approfondir cette question-là. Est-ce que la catégorie PEP, hors proche et associé, hors proche et associé, ou des fonctions de PEP spécifiques? Alors, j'essaie de comprendre la question. Par contre, on identifie bien les personnes exposées politiquement et les RCA, hein, les proches, parents et associés, hein. Donc, on identifie bien les deux types de PEP, si j'ose dire, hein. On les voit bien dans notre paramétrage du score. Vous pouvez les sélectionner ou pas. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Comment identifier un PEP fort? En fin de compte, oui, c'est une bonne question. Il y a la durée, il y a la fréquence, il y a est-ce qu'il est toujours actif ou pas, hein. Voilà, donc il y a plusieurs aussi règles ici sur le PEP. Pareil pour le RCA. Peut-on faire plusieurs essais du paramétrage du score? Oui, j'ai oublié de le dire. Lorsqu'on paramètre le score, vous pouvez, donc vous avez fait une due deal sur X tiers, hein, et vous dites, bah tiens, si je change telle règle, quelle est l'incidence? Eh bien, vous simulez, vous faites votre règle, vous la simulez, et vous avez un fichier Excel qui vous montre l'avant-après, hein, qui vous dit, voilà, est-ce que ça a une grande incidence sur mes due deals finis, actuels, si je change mon score? Oui, on a prévu ça, hein. Carole, vous nous dites, on devrait plutôt prendre le pays de l'activité de l'exécution de la prestation. Oui, je comprends votre question. Alors, Sarah, vous nous dites, est-ce que vous incluez les localisations des sites, exemple usine, en plus des sièges sociaux? Alors, ça voudrait dire que... alors, je réponds autrement. Une entité, elle a un DUNS, et derrière ce DUNS, il peut y avoir plusieurs SIRET. Voilà. Donc, il y a un DUNS number qui correspond à une entité morale, et derrière, il peut y avoir plusieurs établissements, donc des usines, et en l'occurrence, on analyse le DUNS et pas les établissements. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je demanderai à ce qu'on reprenne contact avec vous pour repréciser ce point-là. Alors, Carole, vous me répondez à mes questions pour mesurer le risque pays. Bon,
Carole, ce que je vous propose, c'est que je vais reprendre toutes vos questions et je vais regarder si nos consultantes peuvent vous apporter des réponses. Très bien. Il n'y a pas d'autres points. Eh bien, écoutez, on en a terminé pour ce webinaire. Je vous remercie de votre participation, de votre présence, de vos questions. Je vous le disais, vous allez recevoir donc un email avec la présentation en PowerPoint, en PDF, pardon, le replay. Toutes les questions que vous avez posées, on va les extraire, se les partager entre les consultantes et les chefs de produits. On mettra nos équipes commerciales dans la boucle également, et on répondra à vos questions. Donc je vois sur les PEP, sur le code activité, sur Transparency, sur le RGPD, sur l'ISO également. On regardera tout ça. Merci à vous, bonne journée, prenez soin de vous et merci beaucoup pour votre présence. Merci bien.